Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Bye bye. Non, non, je plaisante. Bon, écoutez, comme le temps est assez court, je me suis concentré sur un point particulier auquel je m'attelle d'ailleurs à chaque nouvelle édition de mon ouvrage, le Manuel de Knowledge Management, c'est de me poser à chaque fois la question de me dire, bah, depuis la dernière édition, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans les pratiques de knowledge management au sein des entreprises, hein. Donc, c'est bien le sujet, c'est comment évoluent les pratiques des entreprises au regard de cette discipline de knowledge management. Et là, on va essayer de dresser un panorama assez rapide qui va remonter à la création. Donc, je vous rappelle le knowledge management est apparu dans les années 90, vers 93. Symboliquement, on s'accorde à considérer que c'est l'ouvrage de Nonaka, The Knowledge Creating Company, qui est un peu l'acte fondateur, donc qui est paru en 1995 dans sa version anglaise. Euh, Moi-même, j'avais créé mon premier cabinet Courage Corporate Knowledge en 93. Et à cette époque-là, nos clients, alors les premières expériences qui ont d'ailleurs été rebaptisées a posteriori de knowledge management, mais qui ne s'appelaient pas encore comme ça à l'époque, sont des expériences très poussées vers de la capitalisation, faites par des entreprises industrielles, le nucléaire en tête, et souvent non pas pour des objectifs de gain de productivité, d'efficience, mais simplement parce que c'était des obligations réglementaires, hein. Donc, notamment la pratique du REX, retour d'expérience systématique, a été réalisée dans les entreprises industrielles que je viens de citer pour des obligations de la réglementation de sécurité et de sûreté des affaires nucléaires. Ensuite, elle a été répliquée effectivement dans pas mal d'entreprises industrielles sous sa forme élémentaire, donc réaliser des retours d'expérience à chaque fois qu'il y a eu une expérience. Et si on prend un peu de recul sur cette première période, ben, en fait, on doit admettre que la pratique du REX a très peu fonctionné, ou plutôt beaucoup de REX ont été réalisés et publiés, mais très peu ont été lus et utilisés. Et on peut globalement dire que cette première période a été un échec massif et s'intéresser à savoir pourquoi. Alors pourquoi ça a servi à rien? Bon, c'est un peu provocateur mon titre. C'est parce qu'à cette époque-là, le REX a été conçu uniquement dans une logique push, c'est-à-dire j'ai réalisé une expérience, je rédige un document et je le publie. Et j'ai l'impression qu'en ayant fait ça, eh bien, je me suis acquitté de mon devoir de réaliser ce REX. Le problème, c'est que le REX, au regard de la route des lignes qui a été citée tout à l'heure, le REX n'est utile qu'à partir du moment où il y a une réutilisation des connaissances qui sont dedans. Donc, en fait, il faut comprendre le REX comme un cycle complet dans lequel, je dirais, la première étape, c'est une expérience a eu lieu. Deuxième étape, un retour d'expérience est animé. Et ce qui, pour moi, est la période intéressante du retour d'expérience, ce n'est pas la rédaction du document, c'est l'animation d'une réunion de retour d'expérience, parce qu'il y a énormément d'échanges qui s'y produisent, hein. Cette animation peut se faire d'ailleurs à l'aide d'outils comme Ishikawa ou 5P5M, qui sont des outils remarquables pour permettre ce que l'on appelle la désémotionnalisation liée à la distanciation par rapport à l'expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une expérience, ce qui est sujet à de la création de connaissances, souvent, c'est l'erreur, c'est le dysfonctionnement, hein. Si tout a été bien, c'est beaucoup plus difficile de tirer des leçons de ce qui s'est bien passé. Or, dans beaucoup de contextes culturels, il est assez délicat et difficile de faire admettre aux gens qu'ils vont devoir mettre sur la table une erreur ou un dysfonctionnement. Il y a une sorte de culpabilité, de honte. Et encore, je dirais, quand on est dans des milieux d'ingénieurs français ou anglo-saxons, ça se passe plutôt bien parce que 25 ans de qualité totale sont passés par là et nous ont acculturés à cet exercice. Mais j'ai essayé de réaliser l'exercice avec des Africains ou en Asie.
et je peux vous dire que c'est complètement contre nature et qu'il n'y arrive tout simplement pas du tout. Bref, la réunion de retour d'expérience, prenons-le là comme un moment magique, qui peut éventuellement, effectivement, en troisième étape, conduire à la publication de recommandations. Mais là se pose un nouveau problème, c'est que pour pouvoir pondre une recommandation, encore faut-il être sûr que la bonne pratique est vraiment bonne. C'est-à-dire que le contexte dans lequel elle a été mise en œuvre et qui a donné un succès, sera-t-il toujours un succès si l'on change de contexte? Vous comprenez bien que si on est dans un milieu avec un environnement, j'allais dire par exemple climatique ou géographique ou physique ou fiscal ou réglementaire d'un pays, eh bien, ce qui va marcher dans ce pays ne va pas forcément marcher dans un autre pays. Et donc, la publication va être publiée avec une recommandation qui sera peut-être pas bonne. Donc, on a la grosse question au moment de la publication du REX, de la décontextualisation. Et ça, c'est un élément sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Ensuite, il faudrait pouvoir piloter le fait de réutiliser les recommandations qui sont dans le REX. Or, quand on est dans le monde de l'entreprise, excusez-moi, je vais le dire de manière un peu grossière, mais les gens, ils en ont rien à foutre. Quand ils ont une décision à prendre ou une action à mener, ils ne vont pas se mettre à lire des bouquins. Si vous êtes dans un Airbus, il était coutume de dire à l'époque, avant le numérique, que la documentation d'un Airbus ne tenait pas dans un Airbus. Donc, vous ne voyez pas le mec en cas de crash avec des clignotants qui s'animent partout se lancer dans la lecture de 4300 pages de manuel pour essayer de trouver la solution. Donc, en fait, on se rend compte que lorsqu'on est dans un domaine d'opération, vraiment avec les mains dans le cambouis, eh bien, les gens ne lisent pas, ils vont préférer aller voir le copain ou le collègue et lui poser des questions. On arrive donc à un point qui est essentiel, qui est écrit dans ma slide, c'est passer du push de la documentation de REX au pull, c'est-à-dire répondre, je tire la réponse à ma question, mais c'est ma question dans mon contexte. Et enfin, en supposant que la réutilisation ait été effective, pilotée et mise en œuvre, il faudrait, pour boucler la route d'Hemming, évaluer l'impact positif et les bénéfices de cette réutilisation et faire un feedback là-dessus pour inciter d'autres personnes à se livrer à l'exercice d'un REX à leur tour et commencer à alimenter de ce fait-là une roue ou une boucle qui soit une boucle à spirale positive. Voilà, c'est ça le REX. C'est pas j'ai fait une expérience, je publie mon petit truc et je la balance sur Internet et j'ai fait mon boulot. C'est le pilotage d'un ensemble qui va jusqu'à l'évaluation de bénéfices. Et autant vous dire que autant beaucoup d'entreprises disent qu'elles pratiquent le REX parce qu'elles publient beaucoup dans des bases, autant très peu pilotent à la manière dont je le dis ici. Alors, je viens en plus d'ajouter une autre ligne qui est compliquée versus complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à l'époque où on a commencé, dans les années 90-2000, nous avions affaire à des entreprises essentiellement industrielles. J'ai beaucoup travaillé chez Péchinet, par exemple. Or, quand vous établissez des retours d'expérience et des recommandations sur les règles physico-chimiques qui conduisent à la fabrication d'une plaque de métal ou d'une plaque d'aluminium, vous avez affaire à un ensemble de facteurs physico-chimiques qui sont compliqués, il y en a beaucoup, mais tous modélisables. C'est-à-dire qu'à la fin, vous pouvez, une fois que vous les avez tous modélisés, publier une règle qui aura une valeur de prédictibilité quasiment absolue. C'est-à-dire, si tu appliques la règle, tu obtiendras tel résultat. Et donc, je peux manager avec une relative coercition le fait que vous devez appliquer la règle parce que je suis sûr du résultat et c'est comme ça qu'on obtiendra collectivement des gains de productivité. D'accord? Mais là, on a affaire à des plaques d'aluminium. Vers l'an 2000, 2010, on a commencé à voir arriver, intéressés par le knowledge management, par exemple des grandes agences d'État
comme un de nos premiers clients, c'était l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui s'occupe de la réhabilitation de quartiers dans des zones en difficulté. Très récemment, j'ai beaucoup travaillé avec l'Agence française de développement, une banque de développement, avec des ONG. C'est plus des plaques de métal. Là, on a affaire à des expériences qui sont conduites sur le développement d'un pays africain dans un contexte culturel extrêmement spécifique. Et toutes les recommandations que l'on pourrait publier à l'issue de cette expérience dans ce contexte n'ont absolument pas valeur à être appliquées à Glasgow ou à Stockholm, parce que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas le même contexte. Et donc, j'ai assisté à énormément d'agences qui, ayant lu 2 ou 3 bouquins de knowledge management vite fait, se sont mis à massivement copier-coller les méthodologies de Rex qui avaient été construites dans le domaine du nucléaire pour les appliquer à des domaines de grande complexité sur lesquels cette question de la contextualisation s'applique et où on ne peut pas parler à proprement parler de règles, mais simplement au mieux de bonnes pratiques ou éventuellement de recommandations. J'ai vu mon écran bouger, c'est parce que quelqu'un me faisait une alerte, non? Non. Je peux continuer? Oui, il vous reste un petit peu moins de 5 minutes. D'accord, très bien. Merci. Alors, ça explique ce que je viens de dire de manière un petit peu provocatrice, parce qu'il y a beaucoup de règles qui servent quand même énormément. Ça explique le grand succès pendant cette même période de ce qu'on appelle les communautés de pratique. En fait, les communautés de pratique, pour les définir très rapidement, ce sont des petits groupes de personnes, 8 à 12 ou 15 personnes, qui décident, souvent d'ailleurs, je préfère qu'elles viennent d'horizons différents, donc pour apporter des perspectives différentes sur un même sujet, et qui décident sur un sujet de se regrouper régulièrement afin d'échanger des connaissances et éventuellement de bâtir un socle de connaissances, un livre blanc, une doctrine ou un recueil de retours d'expérience sur un thème donné. Donc la communauté de pratique est organisée par thème. Alors, il peut y avoir des communautés de pratique sur des thèmes innovants, c'est-à-dire à un moment donné, il y a l'émergence d'un sujet nouveau. L'entreprise n'a pas encore sa doctrine sur ce sujet, elle n'a pas de position, et donc elle demande à une communauté d'élaborer effectivement quelle est notre doctrine sur ce thème. Mais ça peut être aussi des communautés sur des échanges de pratiques entre usines, etc. Mais on est vraiment centré sur un petit groupe de personnes. Et qu'est-ce qui change par rapport à ce que j'ai présenté auparavant? Eh bien, c'est que dans une réunion où il y a 8 à 15 personnes, eh bien, les gens peuvent poser des questions, avoir des réponses. Et donc, c'est là que peuvent s'organiser ces jeux de pull-push, de contextualisation, raconter des histoires, mettre des précautions sur la recommandation que l'on donne. Et donc, on a un mécanisme qui est beaucoup plus humain et qui permet collaborativement d'élaborer des documents ou des bases de connaissances beaucoup plus riches que lorsqu'on était dans l'exercice de la rédaction d'une page par un expert unique. Alors, notamment d'ailleurs dans le pull-push et dans ces boucles, micro-boucles qui s'effectuent, se réalise beaucoup l'explicitation ou la verbalisation de l'implicite. J'ai vu ça écrit tout à l'heure dans la définition du KM. Souvent, un expert comme Roger Federer va vous donner des instructions si vous lui posez la question, mais il va en oublier la moitié parce que pourquoi il les oublie, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est parce que c'est tellement évident pour lui qu'il oublie de le dire. Il ne va pas vous dire il faut regarder la balle, parce que c'est évident qu'il faut regarder la balle, donc il ne va pas le dire. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas expert et que vous ne savez pas qu'il ne faut pas regarder la balle, vous allez vous planter. Et donc, quand il va vous voir vous planter, il va rajouter l'instruction « Ah ben, il faut regarder la balle ». Et on aurait pu dire, il aurait pu le dire la première fois, mais non, en fait, c'est grâce au plantage de l'élève que l'expert se rend compte qu'il manque des instructions. Et petit à petit, cette micro-boucle s'effectue. Et tout ça se passe très bien, effectivement, lorsqu'on est en présence de personnes. Et les communautés de pratique sont très propices à cela. Croyez-moi, dans toutes les entreprises que j'ai citées tout à l'heure, les communautés de pratique sont un véritable best-seller aujourd'hui. Elles ont un succès considérable. Et il y a énormément d'entreprises, je pense par exemple à Vallourec, qui ont
définitivement décidé que tout le knowledge management s'appuyait exclusivement sur un nombre assez important. Ils ont une trentaine de communautés de pratique. Voilà. Dernier point dans les 1,5 minutes qui me restent. Ce que j'ai vu arriver aussi assez récemment, et malheureusement trop tard et trop récemment, c'est enfin les ressources humaines, les départements de ressources humaines se sont intéressés au knowledge management. Il était temps, vu leur titre, département des ressources humaines. En fait, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, je n'aurai pas le temps de le décrire en détail, mais pendant longtemps, les ressources humaines pratiquaient la GPEC, donc Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui pouvait être liée au knowledge management, mais qui en fait ne fonctionnait pas tellement parce que la granularité était trop large. C'est-à-dire que chez Péchinet, la GPEC consistait à recruter un lamineur. Alors que pendant ce temps-là, les métiers, si vous allez dans le cœur métier, ils ont besoin de pouvoir établir des gens qui savent réaliser des tâches ou des actions à des niveaux de grain beaucoup plus fins que cela. Et donc, toute la mise en œuvre des programmes de formation qui permettent ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire le passage entre un lamineur qui sort de l'école d'ingénieur et 2 ans plus tard, un lamineur qui est capable de démarrer la machine et de réaliser du laminage sans faire d'erreur, tout ce programme d'induction, aujourd'hui, fonctionne grâce à une convergence entre les départements de la RH et de la formation, qui sont notre support et notre sponsor, et les départements industriels, enfin vraiment le cœur métier, qui lui est seul capable de déterminer le contenu de ces modules de ces micro-modules de formation au bon niveau de granularité. Donc on a une convergence entre la GPEC, des ressources humaines et le KM qui fournit, lui, vraiment la dévulnérabilisation des processus au bon niveau de. Voilà, je vous remercie de votre attention.